Après que ma mère a dit que je n'étais pas la bienvenue à son anniversaire, j'ai récupéré le cadeau cher que j'avais envoyé, et l'ai retourné à l'expéditeur. 1 heure plus tard, elle m'a appelé en larmes. Ce qui s'est passé ensuite nous a tous choqués. Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma propre mère m'avait exclu de sa fête de 60 ans qui avait lieu ce week-end-là. Le pire, c'est que j'avais déjà donné $700 à ma sœur, Amber, qui m'avait demandé d'aider à organiser le dîner spécial pour l'anniversaire de maman. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas craqué. Au lieu de cela, j'ai appelé la bijouterie et annulé la commande d'un collier en diamant de $4200 qui n'avait pas encore été expédié. Quand ma mère a appelé en pleurant après qu'Amber lui ait parlé du cadeau qui n'arriverait pas, j'ai simplement regardé le téléphone sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Depuis, le seul cadeau qu'elle reçoit est le silence. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Si vous vous êtes déjà senti trahi par votre propre famille, vous voudrez certainement rester pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter le temps. J'ai grandi dans une famille de 4 personnes dans la banlieue de Chicago. Mes parents, moi et ma sœur cadette, Amber. Dès le début, il y avait un double standard clair dans notre maison. Alors que je devais travailler à 16 ans pour acheter ma propre voiture, ma sœur en a eu une toute neuve à 17 ans. Quand j'ai eu besoin d'aide pour l'université, on m'a dit que payer mes propres prêts me forgerait le caractère. Amber, mes parents ont payé chaque centime de ses études à Yale. Ne vous méprenez pas, j'aime ma famille. Pendant des années, je me suis dit que ce n'était que ma perception, que j'étais peut-être trop sensible. Après tout, j'étais la première à quitter la maison, la première à avoir un emploi stable, la forte qui n'avait pas besoin d'autant d'aide. Je continuais à me présenter à chaque anniversaire, chaque fête, chaque urgence familiale, apportant toujours des cadeaux et offrant un soutien émotionnel inconditionnel. De 22 à 34 ans, j'ai envoyé environ $30 000 pour aider mes parents avec divers besoins, des frais médicaux au financement de la voiture que ma mère conduit actuellement, que j'ai achetée l'année dernière lorsque son ancienne est finalement tombée en panne. Pendant ce temps, Amber, maintenant avocate d'entreprise gagnant 6 chiffres par an, contribuait rarement financièrement, mais était toujours la fille parfaite à leurs yeux. Le schéma était clair, mais je refusais de le voir. Tu t'imagines des choses, me disais-je en regardant mes parents s'extasier sur les réalisations mineures d'Amber tout en reconnaissant à peine ma promotion. Ils nous aiment également, me répétais-je en écrivant un autre chèque pour aider à leurs dépenses pendant qu'Amber s'offrait des vacances de luxe. La famille et tout, murmurais-je en conduisant 2 heures à chaque trajet pour les aider avec les réparations domestiques, tandis qu'Amber était trop occupée pour appeler. Noël dernier, j'ai passé 3 semaines à planifier le dîner de famille parfait. J'ai cuisiné pendant des jours, décoré la maison, acheté des cadeaux attentionnés pour tout le monde. 15 minutes avant le dîner, Amber a appelé pour dire qu'elle ne pouvait pas venir. Un truc de dernière minute lié au travail. Mes parents ont immédiatement suggéré de reporter. Pas seulement le dîner, toute la célébration de Noël. On ne peut pas fêter Noël sans toute la famille, dit ma mère, en enlevant déjà son manteau. Je suis resté là, entouré de plats qui refroidissaient et de cadeaux parfaitement emballés, réalisant que je n'étais pas considéré comme toute la famille. Pourtant, j'ai souri et j'ai accepté. Que pouvais-je faire d'autre? 2 mois plus tard, mon père a eu besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence. La facture s'élevait à $3200. Devinez qui ils ont appelé? Pas leur fille avocate à 6 chiffres. Moi, la fiable, le distributeur émotionnel de billets. Bien sûr, je vais aider, dis-je, transférant l'argent immédiatement. Mon mari, James, a vu ce cycle se répéter pendant des années. Quand vas-tu réaliser qu'il t'utilise, a-t-il demandé gentiment un soir après que j'ai passé des heures au téléphone à expliquer à ma mère comment utiliser son nouveau smartphone, celui que je lui avais acheté pour son anniversaire. Il ne m'utilise pas, ai-je insisté. C'est ce que fait la famille. Nous nous entraidons. Mais au fond, je commençais à me demander si l'aide ne coulait que dans un seul sens. Même avec cette histoire, je continuais d'essayer de gagner leur amour et leur approbation. Il y a 2 ans, lorsque ma mère a été diagnostiquée avec de l'arthrite, j'ai commencé à lui rendre visite tous les dimanches sans faute. J'apportais des repas faits maison, nettoyais leur maison et commençais à transférer $450 par mois pour l'aider avec ses médicaments.
J'envoyais l'argent directement sur son compte au début de chaque mois. Mon mari, James, me demandait fréquemment pourquoi je continuais à faire tant d'efforts pour des gens qui ne rendaient pas l'appareil. C'est ma famille, répondais-je toujours. Qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Mais honnêtement, les questions de James avaient commencé à résonner en moi ces derniers mois. De petits incidents s'accumulaient. Pour chacun des anniversaires de ma mère, j'essayais plus fort. L'année dernière, j'ai économisé pendant des mois pour l'emmener dans un spa de luxe pour un week-end d'évasion. Elle a annulé à la dernière minute parce qu'Amber l'avait invitée à déjeuner. Un déjeuner de 2 heures a remplacé notre week-end prévu. Tu comprends, ma chérie, expliqua ma mère. Je ne vois pas Amber autant que je te vois. J'ai ravalé le rejet comme je le faisais toujours, et nous avons reporté, bien que cela n'ait jamais eu lieu. Le lendemain de ce voyage au spa annulé, je suis restée assise dans ma voiture devant leur maison pendant 20 minutes, essayant de me ressaisir avant d'entrer pour ma visite dominicale habituelle. Mon téléphone a sonné avec une notification. Amber avait posté des photos de son déjeuner avec maman. Elle riait, les coupes de champagne levées pour un toast. La meilleure maman du monde, disait la légende. J'ai essuyé une larme et refait mon maquillage. Puis j'ai affiché un sourire et je suis entré avec des courses et de la soupe faite maison. Émilie, tu es en retard aujourd'hui, fit remarquer ma mère, sans se lever de sa chaise préférée. Désolé, il y avait beaucoup de trafic, mentis-je, déballant les courses que j'avais apportées. Tu as pensé à la crème fraîche spéciale que j'aime, demanda-t-elle. J'y avais pensé. Je le faisais toujours. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, James a jeté un coup d'œil à mon visage et a ouvert ses bras. Je me suis effondré dedans, laissant enfin les larmes couler. Elle ne m'a même pas remercié, murmurai-je. Ni pour les courses, ni pour avoir nettoyé leur salle de bain, ni pour rien. Il est peut-être temps de fixer des limites, suggéra-t-il. J'ai hoché la tête, mais sans m'engager. Fixer des limites signifiait une confrontation, et une confrontation signifiait un rejet potentiel. L'idée me terrorisait plus que la lente érosion de mes ressources émotionnelles et financières. Alors, j'ai continué les visites du dimanche, continué les virements mensuels, continué de faire semblant qu'un jour, si seulement je donnais assez, faisais assez, étais assez, il me verrait enfin. Il y a 2 mois, j'ai surpris ma mère au téléphone avec son amie. C'est si agréable d'avoir Émilie en visite. Elle est d'une grande aide pour le ménage et les courses. Amber est trop occupée avec son travail important pour faire ces choses. Juste une aide pour le ménage. C'est tout ce que j'étais pour elle. Cette nuit-là, j'ai parlé à James de réduire mes visites. Peut-être un dimanche sur 2 au lieu de chaque semaine. Mais quand le dimanche est arrivé, la culpabilité m'a ramené à leur porte, les bras chargés de courses et de pain frais. Les limites sont pour les gens qui n'aiment pas leur famille, avait dit ma mère un jour, alors que j'essayais d'expliquer pourquoi je ne pouvais pas venir un mercredi soir après une journée de travail de 12 heures. Je la croyais, mais lentement, cette croyance s'effritait. Si vous avez déjà été considéré comme acquis par les gens qui devraient vous apprécier le plus, donnez un « j'aime » à cette vidéo. Croyez-moi, ceux qui suivent va vous faire tomber de votre chaise. Il y a 3 semaines, lors de ma visite dominicale, j'ai remarqué que mes parents étaient évasifs quant au projet pour le 60e anniversaire de maman, qui avait lieu le week-end suivant. Quand j'ai directement demandé comment je pouvais aider aux préparatifs, ma mère a souri avec tension et a dit « Oh, nous ne faisons rien de spécial. Juste peut-être un dîner de famille tranquille. » Le lendemain au travail, j'ai reçu un email accidentel de ma tante Suzanne. Je suis tellement excité pour la surprise du 60e anniversaire de ta mère samedi prochain. Amber organise tout à merveille. On se voit là-bas. L'email n'était clairement pas destiné à moi car il avait été envoyé à une liste d'invités dont mon nom était manifestement absent. Je me suis figé. Ma propre sœur organisait une fête surprise pour notre mère et m'avait délibérément laissé de côté. Même après m'avoir demandé de l'argent pour un dîner d'anniversaire spécial et sachant que j'avais mentionné plusieurs fois ces derniers mois vouloir faire quelque chose de spécial pour ses 60 ans. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appelé ma mère en prétextant devoir déposer des documents chez elle samedi prochain. Oh, ma chérie, samedi, ce n'est pas bon. Je serai occupé toute la journée. Mon cœur s'est serré. Quelque chose de spécial? Il y eut une pause. Non, juste des engagements. Nous pourrons nous voir dimanche comme d'habitude. J'ai raccroché,
sentant un nœud dans mon estomac. Il était temps d'arrêter de me mentir. Mes mains tremblaient en posant mon téléphone sur mon bureau. Le bureau autour de moi continuait son bourdonnement normal. Mais j'avais l'impression d'être entré dans une réalité alternative. Comment pouvait-il m'exclure de quelque chose d'aussi important? Après tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais donné, non seulement de l'argent, mais du temps, de l'attention, des soins. Émilie, ça va? Ma collègue Diane me regardait avec inquiétude. Oui, Le mensonge mourut sur mes lèvres. En fait, non. Je viens de découvrir que ma famille organise une fête sans moi. Le dire à voix haute rendit la chose réelle. Ça fit plus mal. Ce n'est pas possible, dit Diane, rapprochant sa chaise. Il doit y avoir un malentendu. Je lui ai montré l'email. J'ai vu son expression passer de l'incrédulité à la colère pour moi. C'est délibéré, dit-elle finalement. Et tu as mentionné avoir donné de l'argent à ta sœur pour ça. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Émilie, je t'ai entendu parler de ta famille pendant des années. Ce n'est pas la première fois qu'ils te blessent. Elle avait raison. Il y a eu cette fois où mes parents ont manqué ma remise de diplôme de 3e cycle parce qu'Amber avait un petit rhume. Le Noël où ils lui ont donné une voiture et à moi un pull. Les innombrables fois où ils ont demandé de l'aide financière sans un mot de gratitude. J'ai été si aveugle, murmurai-je. Pas aveugle, corrigea Diane. Juste pleine d'espoir. Il y a une différence. Cet après-midi-là, je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à moitié à une explication, des excuses, une invitation. Rien n'est venu. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je vérifierais si cela se passait vraiment, si j'étais vraiment exclu. J'avais besoin d'être absolument certaine avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je suis sorti du bâtiment et j'ai appelé mon père. Papa, je pensais à l'anniversaire de maman ce week-end. À quelle heure dois-je venir? Oh, il semblait surpris. Nous ne faisons rien de spécial, juste une journée tranquille. Un autre mensonge. Vous êtes sûr? Pas de célébration pour ses 60 ans? Eh bien, il hésita. Peut-être un petit dîner avec juste nous 4 dimanches. Tu sais que ta mère n'aime pas les grandes histoires. J'ai dégluti difficilement. D'accord. À dimanche alors. J'ai raccroché et j'ai regardé le soleil couchant. Quelque chose en moi qui se pliait depuis des années s'est finalement brisé. J'ai décidé de consulter l'Instagram d'Amber et là, c'était là. Elle publiait des stories alors qu'elle achetait des décorations pour une fête. Préparatifs en cours pour le meilleur 60e anniversaire. La famille Popé et tout. La famille est tout, sauf moi apparemment. J'ai essayé d'appeler Amber immédiatement. Elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un message direct. J'ai vu ton Instagram. Pourquoi est-ce que j'apprends la fête de maman par tante Suzanne? Pourquoi m'as-tu demandé de l'argent pour quelque chose où je n'étais même pas invité? Elle l'a lu et n'a pas répondu. Je suis allé chez ma meilleure amie Lorraine sans même réaliser comment j'y étais arrivé. Quand elle a ouvert la porte, un coup d'œil à mon visage a suffi. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé en me tirant à l'intérieur. J'ai tout expliqué, lui montrant l'email et les publications Instagram. Et le pire, ai-je ajouté, c'est que j'ai déjà donné $700 à Amber il y a 2 semaines quand elle m'a demandé de l'argent, disant que c'était pour un dîner d'anniversaire spécial pour maman. Je n'ai jamais imaginé que je ne serais pas invité à ce dîner. Émilie, dit Lorraine, me tenant les mains. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste impoli ou négligent. C'est cruel, et tu ne le mérites pas. C'était la première fois que quelqu'un validait ce que je ressentais depuis des années, que ce n'était pas seulement mon imagination, que je n'exagérais pas. Lorraine me guida vers son canapé et me mit une tasse de thé dans les mains. Je la fixais, observant la vapeur monter. Je savais que les choses n'allaient pas, murmurai-je. Je le savais depuis des années, mais je continuais d'espérer que si seulement j'essayais plus fort, que si je donnais plus. Tu ne peux pas gagner un amour qui devrait être donné librement, dit Lorraine. Et tu as tellement essayé pendant si longtemps. Elle avait raison. J'avais fait des heures supplémentaires à un travail sans salaire. Le travail d'être la fille parfaite pour des parents qui ne me verraient jamais ainsi. Ce qui fait le plus mal,
continuai-je, c'est qu'ils me mentent tous. Maman, papa, Amber, ils coordonnent leurs histoires pour me garder dans l'ignorance, comme si je ne valais même pas la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Lorraine. Je pris une profonde inspiration. Je ne sais pas encore, mais je ne peux pas continuer comme ça. Cette nuit-là, j'ai parcouru des années de photos sur mon téléphone. Des vacances où j'avais parcouru des kilomètres pour être avec eux tandis qu'Amber arrivait en retard ou pas du tout. Mes parents rayonnant à côté d'Amber dans sa toge de diplômée tandis que mes propres photos de remise de diplôme les montraient en train de regarder leur montre. Des célébrations d'anniversaire où mes cadeaux soigneusement choisis pour eux restaient non ouverts tandis que les cartes cadeaux achetées à la hâte par Amber étaient acclamées. Le schéma était indéniable et déchirant. J'ai appelé la bijouterie où j'avais commandé le cadeau de ma mère. Un magnifique collier en diamant qui coûtait près de 3 mois de mon salaire. La représentante du service client a confirmé qu'il n'avait pas encore été expédié. « Voudriez-vous ajouter une note au colis ?» demanda-t-elle. En fait, dis-je, ma voix calme, je voudrais annuler la commande. Il y eut une pause. Êtes-vous sûr? C'est une pièce assez exquise. Je suis sûr que la destinataire n'est pas celle que je pensais. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La décision d'annuler le collier n'était pas une vengeance. Il s'agissait de reconnaître enfin la réalité. Je ne pouvais pas acheter l'amour de ma mère, peu importe le nombre de carottes que j'offrais. James me trouva là, fixant mon téléphone. Amber publie d'autres photos des préparatifs de la fête, lui dis-je. Tout le monde a été invité, sauf moi. Il s'assit à côté de moi, sa présence stable et réconfortante. De quoi as-tu besoin en ce moment? Demanda-t-il simplement. J'ai besoin d'arrêter de faire semblant, répondis-je. Et j'ai besoin de décider ce qui se passe ensuite. J'ai passé la nuit sur le canapé de Lorraine à regarder le plafond. Pensées et souvenirs tourbillonnaient dans mon esprit. Toutes les fois où j'avais été mise à l'écart. Toutes les excuses que j'avais trouvées pour défendre ma famille. Un moment est revenu avec une clarté douloureuse. Ma remise de diplôme du lycée, quand j'ai remporté le prix du meilleur élève. Alors que d'autres familles prenaient des photos et célébraient, mes parents semblaient impatients. Plus tard, j'ai découvert pourquoi. Ils avaient organisé un dîner de célébration pour l'admission d'Amber à l'équipe de débat le même jour. Ma plus grande réussite fut éclipsée par ce qui n'était même pas un exploit majeur pour Amber. Ce schéma a continué à l'âge adulte. Chaque fois que je réussissais, l'attention se tournait rapidement vers ce qu'Amber faisait. Le lendemain matin, à 2 jours de la fête, j'ai pris une décision que j'avais reportée pendant des années. Je ne serai plus le distributeur émotionnel et financier de ma famille. Plus jamais. D'abord, j'ai appelé la pharmacie où ma mère achetait ses médicaments contre l'arthrite. J'ai expliqué la situation et j'ai prépayé 3 mois de médicaments. Je voulais fixer des limites, pas nuire à sa santé. Ensuite, j'ai informé le gérant de la pharmacie que je ne renouvellerais pas après cette période. Ensuite, j'ai appelé la bijouterie de luxe où j'avais commandé le cadeau d'anniversaire, un collier en diamant qui coûtait presque 3 mois de mon salaire. Heureusement, la commande n'avait pas été traitée pour l'expédition et j'ai pu l'annuler moyennant des frais minimes. C'est pour ta mère, a demandé gentiment la vendeuse. Oui, ai-je répondu. Enfin, j'ai essayé de rappeler Amber. Cette fois, elle a répondu. Pourquoi ne m'as-tu pas invité à la fête de maman, ai-je demandé directement. Il y eut une pause. Je pensais que tu serais occupé. Amber, tu m'as littéralement demandé de l'argent pour aider à la fête sans m'inviter. Ce n'était pas comme ça, a-t-elle répondu sur la défensive. Tu réagis toujours de manière excessive. J'ai réalisé qu'il n'y aurait pas de conversation honnête. Peu importe. Sache juste que j'ai annulé le cadeau que j'allais lui offrir. Quel cadeau? Demanda Amber, sa voix changeant. Le collier en diamant que j'ai commandé il y a 1 mois. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Je me suis assise à ma table de cuisine après avoir raccroché, le cœur battant. C'était la première fois que j'affrontais directement la situation. Pendant des années, j'avais ravalé ma blessure, trouvé des excuses, fait semblant que tout allait bien. Maintenant, j'avais franchi une ligne qui ne pouvait être franchie en sens inverse. Et étrangement, cela me semblait juste. James est rentré du travail et m'a trouvé assise là, fixant le vide.
J'ai annulé le collier, lui dis-je. Et j'ai dit à Amber que j'étais au courant de la fête. Il s'assit en face de moi, l'inquiétude dans les yeux. Comment te sens-tu? Terrifié, soulagé, en colère, libre. Toutes ces émotions tourbillonnaient en moi comme une tempête. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer d'acheter leur amour, James. Des milliers de dollars, d'innombrables heures, un travail émotionnel incessant, et ils n'ont même pas pu m'inviter à une fête d'anniversaire. Il a tendu la main par-dessus la table et a pris ma main. Que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas exactement, mais je sais ce qui ne se passe pas. Je ne me présente pas dimanche en faisant semblant que tout va bien. Je ne vire pas d'argent le mois prochain. Je ne suis plus leur plan de secours. Ce soir-là, j'ai tout écrit. Chaque affront, chaque rejet, chaque fois que j'avais donné et n'avais rien reçu en retour. Cela a rempli 5 pages. Quand j'ai eu fini, je ne me sentais pas vindicative ni vengeresse. Je me sentais lucide, peut-être pour la première fois. J'ai aussi fait une liste de ce que je voulais à l'avenir. Non pas de la vengeance, mais du respect. Non pas de la perfection, mais de l'équité. Non pas un accès constant à mes ressources, mais une reconnaissance de ma valeur. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant différente. Plus légère d'une certaine manière, malgré la lourdeur de la situation, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. La vraie Emily, pas la fille parfaite, toujours à la recherche d'une approbation qui ne venait jamais. Bonjour encore, murmurai-je à mon reflet. Tu m'as manqué. Dans les jours précédant la fête, personne de ma famille ne m'a contacté. Amber n'avait probablement parlé à personne de notre conversation. J'ai décidé de ne pas me présenter de manière inattendue ou de faire une scène. Au lieu de cela, j'utiliserai ce temps pour réfléchir au type de relation que je voulais à l'avenir. Le samedi, jour de la fête, j'ai éteint mon téléphone et je suis parti avec James pour une retraite d'un week-end. J'avais besoin d'espace pour réfléchir sans la pression constante d'être disponible pour ma famille. Lorsque nous sommes rentrés dimanche soir et que j'ai rallumé mon téléphone, il y avait des dizaines de notifications. James était à mes côtés pendant que je vérifiais les messages. Apparemment, la bijouterie avait appelé ma mère samedi matin pour confirmer l'annulation, ne réalisant pas que c'était le jour de la fête. Amber, qui avait mentionné à tout le monde que je ferais un cadeau spécial, fut prise au dépourvu. Les premiers messages étaient confus. Y a-t-il eu un problème avec le cadeau que tu as mentionné? Puis plus direct. La bijouterie a dit que tu avais annulé la commande. Il s'est passé quelque chose? Et enfin, une tentative de manipulation. Tu nous as tellement manqué à la fête. Pourquoi n'es-tu pas venu? Tout le monde te demandait. Ce dernier me fit presque rire. Si je leur manquais vraiment, pourquoi personne ne m'avait-il invité? Comment pouvaient-ils s'enquérir de moi alors qu'ils ne savaient même pas que j'étais censé être là? Le dernier message datait d'1 heure. Emily, je suis inquiète. S'il te plaît, appelle quand tu peux. J'ai décidé de répondre demain. Ce soir était pour moi. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Non pas de blesser ma mère. Ce n'était pas mon intention. Mais d'avoir enfin perturbé le schéma qui définissait notre relation depuis des décennies. Pour une fois, je ne jouais pas mon rôle assigné de donneuse, de réparatrice, de facilitatrice. Ils sont sous le choc, observa James, en faisant défiler les messages. Ils n'arrivent pas à croire que tu ne suis pas le scénario. Il avait raison. Le scénario avait toujours été clair. Emily donne, tout le monde prend. Emily se sacrifie, tout le monde en profite. Emily souffre. Tout le monde continue. Qu'est-ce que la bijouterie a dit exactement à ta mère? Demanda James. Je ne sais pas, admis-je. Mais je suppose qu'ils ont mentionné le collier en diamant. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Ma mère savait maintenant exactement ce qu'elle avait perdu à cause de leur exclusion délibérée. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Pas de rêves anxieux de décevoir ma famille. Pas de réveil à me demander si j'avais assez fait, assez donné, assez été. Juste un sommeil paisible et réparateur. Le lendemain matin, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu de subtils changements. Mes épaules n'étaient plus courbées par la tension. Les rides d'inquiétude entre mes sourcils s'étaient adoucis.
J'avais l'air légère. Je me suis habillé avec soin dans une robe bleu vif que je portais rarement parce que ma mère avait un jour commenté qu'elle était trop audacieuse pour moi. Je me suis maquillé, coiffé, j'ai mis des bijoux que j'avais achetés moi-même. De petits actes de self-care qui me semblaient révolutionnaires. Tu as l'air différente, dit James quand j'ai émergé. Je me sens différente, répondis-je. Comme si j'avais déposé quelque chose de lourd que j'ai porté toute ma vie. Au travail, les collègues le remarquèrent aussi. Nouvelle coupe de cheveux, demanda Diane. Nouvelle perspective, répondis-je avec un sourire. Tout au long de la journée, mon téléphone vibra avec d'autres messages de ma famille. Je les lus mais ne répondis pas. Chaque message révélait leur confusion, leur incrédulité que je ne me précipitais pas pour expliquer, m'excuser, arranger les choses. Pour la première fois, je ne gérais pas leurs émotions. J'honorais les miennes. Après le travail, je suis allé faire du shopping. Pas pour des cadeaux pour les autres, mais des vêtements pour moi. J'ai acheté des choses que j'aimais sans me demander si elles recevraient leur approbation. J'ai dépensé de l'argent pour moi sans calculer combien de médicaments ou d'épiceries cela pouvait acheter pour mes parents. De petits actes de rébellion, de petits pas vers une nouvelle réalité. Lundi, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai créé un fonds d'investissement avec l'argent que je dépenserais normalement pour ma famille. Fonds d'estime de soi, je l'ai nommé. Et James a souri en le voyant. Je suis fier de toi, dit-il. Tu parles de fixer des limites depuis au moins 1 an. C'était peut-être le coup de pouce dont tu avais besoin. C'était vrai. Ce n'était pas une décision impulsive basée sur un seul incident. C'était le point culminant d'années de déséquilibre. Le dernier d'une longue liste de moments où j'étais traité comme secondaire. L'après-midi, la sonnette a retenti. Ma mère était à la porte. Quelque chose de rare. Elle ne venait jamais chez moi sans préavis. Émilie, pouvons-nous parler? Sa voix était douce, les yeux rouges à force de pleurer. Je la laissai entrer, lui offris de l'eau, et nous nous assîmes dans le salon. Pourquoi as-tu annulé mon cadeau? Et pourquoi n'es-tu pas venu à ma fête? Je gardai ma voix calme. Je ne suis pas venu à ta fête parce que je n'étais pas invité. Elle sembla sincèrement choquée. Bien sûr que si. Amber a dit qu'elle t'avait parlé. Non, maman. Amber ne m'a jamais invité. J'ai appris l'existence de la fête par un email accidentel de tante Suzanne. Quand j'ai confronté Amber, elle a dit qu'elle pensait que je serais occupé. Elle hésita, réfléchissant. Il doit y avoir eu un malentendu. Et le collier, demandai-je, changeant de sujet. Quoi? Le collier en diamant qu'Amber a dit à la bijouterie que vous offririez toutes les deux. Sur les photos, vous portez un nouveau collier. Ma mère toucha instinctivement son cou où elle portait un simple collier, rien de comparable à ce que j'avais commandé. Amber me l'a acheté. Elle a dit que vous aviez prévu quelque chose ensemble, mais qu'il y avait eu un problème. Et voilà. Confirmation finale. Amber m'avait non seulement exclu de la fête, mais avait aussi menti sur un cadeau commun. Maman, je n'ai rien prévu avec Amber. J'ai choisi un collier en diamant pour toi seul. Mais quand j'ai découvert que je n'étais pas la bienvenue à ta célébration, j'ai décidé que mon argent et mon affection seraient mieux investis ailleurs. Le visage de ma mère passa par une série d'émotions que j'avais vues d'innombrables fois auparavant. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis essaya de nouveau. Il y a sûrement eu un malentendu, dit-elle faiblement. Le seul malentendu, répondis-je calmement, c'est que je pensais être valorisée en tant que fille, non pas pour ce que je pouvais donner, mais pour qui je suis. Elle recula légèrement comme si je l'avais frappée physiquement. Durant toutes nos années de dysfonctionnement, je n'avais jamais été aussi directe. C'est injuste, murmura-t-elle. Nous vous avons toujours aimé. Vraiment, demandai-je, ma voix calme. Alors pourquoi suis-je la seule qui donne? Pourquoi suis-je exclue des événements familiaux? Pourquoi la parole d'Amber est-elle toujours prise pour la vérité tandis que la mienne est remise en question? Pourquoi avez-vous cru ces mensonges sans jamais vérifier avec moi? Ma mère parut sincèrement confuse, comme si ces questions ne lui étaient jamais venues à l'esprit. Nous ne. Ce n'est pas, bégaya-t-elle. C'est bon, dis-je, ressentant un calme étrange. Vous n'avez pas à répondre maintenant,
mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose d'important. Les choses changent. J'ai prépayé vos médicaments pour 3 mois, mais après cela, je ne continuerai plus les paiements. Je ne viendrai plus tous les dimanches. Je ne serai plus votre fonds d'urgence. Est-ce une punition pour le malentendu de la fête, demanda-t-elle, sa voix montant légèrement. Je secouai la tête. Ce n'est pas une punition, maman. C'est une protection pour moi. Pendant des années, j'ai tout donné pour essayer de trouver ma place dans cette famille. J'ai fini d'essayer. Soit je suis valorisé pour qui je suis, pas pour ce que je donne, soit je dois prendre du recul. Elle sembla stupéfaite, comme si elle me voyait pour la première fois. Peut-être l'était-elle. Je vous aime toujours, dis-je doucement. Cela n'a pas changé. Mais la façon dont j'exprime cet amour est en train de changer. J'ai besoin de m'aimer moi-même aussi. Ma mère partit peu après, la confusion et la blessure évidente dans chaque ligne de son corps. Alors que je fermais la porte derrière elle, je ne ressentis aucun triomphe, aucune justification, juste une tranquille certitude que pour une fois j'avais dit ma vérité. Au cours de la semaine qui suivit, mon téléphone ne cessa pas de sonner. Mon père indigné, exigeant que je m'excuse auprès de ma mère. Amber envoyant des messages confus, d'abord niant avoir menti, puis m'accusant de toujours vouloir être le centre de l'attention. Tante, oncle, cousin, tous avec des opinions sur la façon dont j'étais dramatique et ingrate. Je n'ai répondu qu'à un seul message, celui de ma tante Suzanne. Je suis fière de toi d'avoir de la valeur, écrivit-elle. Il était temps. Vendredi, ma mère est revenue, cette fois avec mon père. Nous sommes venus chercher nos clés de maison, a-t-il annoncé. J'ai été confuse un instant, puis j'ai compris. Des années auparavant, il m'avait donné une clé pour les urgences. J'étais la seule membre de la famille à en avoir une. Bien sûr, répondis-je, prenant mon trousseau de clés. J'ai retiré non seulement la clé de leur maison, mais aussi la clé de rechange de la voiture que j'avais achetée à ma mère l'année dernière. Je n'en aurai plus besoin non plus, dis-je, leur remettant les 2 clés. Vous devriez les donner à Amber. Après tout, c'est la famille. L'expression sur leur visage était inestimable. Cette voiture était un cadeau, dit ma mère doucement. Tu ne peux pas juste la reprendre. Je ne la reprends pas. Je rends la clé de rechange que je gardais pour les urgences. La voiture est toujours la vôtre, tout comme l'amour que je ressens pour vous est toujours réel, même s'il est maintenant assorti de limites. Le visage de mon père rougit. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi exactement, papa, l'interrompis-je, ma voix toujours calme. J'ai payé mes études moi-même. J'ai acheté ma première voiture. J'ai construit ma carrière sans relation ni aide. J'ai acheté la voiture que maman conduit. J'ai payé les médicaments, les réparations de la maison, les factures d'urgence. Nous t'avons élevé, bafouilla Théil. Oui, vous l'avez fait, et j'en suis reconnaissante. Mais être parent ne vous donne pas droit à une vie de soutien financier et de servitude émotionnelle. Ils se regardèrent, clairement pas préparés à cette version de moi. Celle qui disait la vérité au lieu de la ravaler. Nous devrions partir, dit ma mère finalement, tirant le bras de mon père. Émilie n'est clairement pas elle-même aujourd'hui. En fait, répondis-je, je suis plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé, me sentant étrangement paisible. La confrontation que j'avais tant redoutée avait eu lieu, et j'avais survécu. Plus que survécu, j'avais tenu bon. James est rentré à la maison et m'a trouvée là, souriante. Ils sont venus chercher leurs clés, lui dis-je. Je les leur ai rendues, plus la clé de rechange de la voiture de maman. Comment ça s'est passé, demanda-t-il, s'asseyant à côté de moi. Ils sont choqués, confus, en colère. Mais pour une fois, je n'ai pas absorbé toutes ces émotions. Je les ai juste laissés ressentir ce qu'ils ressentent. Il mit son bras autour de moi. C'est énorme, et aime. Ça l'est, acquiesçai-je. Pour la première fois, je ne me suis pas rabaissé pour les rendre confortables. Je ne me suis pas excusé d'avoir des besoins et des limites. Que penses-tu qu'il va se passer ensuite, demanda-t-il. Je me suis penché contre son épaule. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont réfléchir et réaliser à quel point les choses ont été unilatérales.
Peut-être qu'ils vont redoubler d'efforts et me dépeindre comme la méchante. Dans tous les cas, j'ai fini de jouer un rôle qui me détruit juste pour maintenir leur confort. Ce soir-là, nous avons commandé à emporter et regardé un film. De petits plaisirs que je m'étais souvent refusés parce que l'argent pouvait aider mes parents. Alors que le générique défilait, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne fixais pas seulement des limites avec ma famille. Je retrouvais des parties de moi-même que j'avais abandonnées il y a longtemps dans la quête de leur approbation. Un mois passa. Les paiements mensuels que j'effectuais cessèrent, bien que les médicaments fussent garantis pour 2 mois supplémentaires. Les visites du dimanche prirent fin. Le silence était assourdissant, mais aussi étrangement libérateur. Puis, un mardi ordinaire, je reçus un email de mon père. En pièce jointe se trouvait un document listant les dépenses principales dont il se souvenait avoir eu pour moi. D'un soutien financier limité à l'université à des fêtes d'anniversaire d'enfance, le total approximatif, 40 000 $. L'objet de l'email, contribution familiale. J'ai montré James, qui était horrifié. Ils ne peuvent pas être sérieux, mais ils l'étaient. Dans le message, mon père expliquait que puisque j'avais remis en question leur amour, ils voulaient me montrer combien ils avaient investi en moi au fil des ans. C'était la dernière tentative désespérée de me manipuler, de me faire culpabiliser. Il y a 1 an, cela aurait marché. J'aurais pleuré, supplié pardon, promis d'aider de nouveau. Au lieu de cela, j'ai créé mon propre document listant chaque contribution significative que j'avais faite depuis que j'avais commencé à travailler, la voiture, les factures médicales, les réparations de la maison, les courses hebdomadaires, le total approximatif, 55 000 $. Sans compter le temps et le soutien émotionnel. J'ai répondu à l'email avec mon propre document. L'objet, l'amour n'est pas quantifiable, mais puisque vous insistez. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate, et je n'en ai pas eu. Quand j'ai montré à Lorraine ce que mon père avait envoyé, elle était sans voix. « Ils te font payer pour t'avoir élevé ?» demanda-t-elle finalement. C'est. Je n'ai même pas de mots. C'est en fait clarifiant, lui dis-je. Ils voient notre relation comme transactionnelle. Ils croient qu'on leur doit quelque chose pour avoir fait ce que les parents sont censés faire. Et toi, demanda-t-elle. Que vois-tu? J'y ai réfléchi. Je vois des années à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Je me vois vider mon compte en banque et mon cœur, espérant acheter mon appartenance. Ce soir-là, je me suis assise sur mon patio, regardant le coucher de soleil. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne vérifiais pas anxieusement mon téléphone pour des messages de ma famille. Je ne calculais pas ce que je pouvais sacrifier pour les aider. Je ne répétais pas d'explications et d'excuses. J'étais juste présente, respirant, étant. Mon téléphone sonna. Amber. Après un moment d'hésitation, je décrochai. « As-tu reçu l'email de papa ?» demanda-t-elle sans préambule. Oui, et j'ai répondu. Elle resta silencieuse un instant. Il est furieux. J'imagine qu'il l'est. La vérité a souvent cet effet. Émilie, sa voix s'adoucit. Ça a duré assez longtemps. Excuse-toi et les choses pourront revenir à la normale. C'est ça, Amber. Je ne veux pas que les choses redeviennent normales. Normal, c'était moi qui donnais tout et ne recevais rien. Normal, c'était moi exclu des événements familiaux mais censé les financer. Normal, c'était brisé. Elle soupira dramatiquement. Tu es ridicule. Ce n'était qu'une fête. Ce n'était pas juste une fête, dis-je calmement. C'était un schéma. Un schéma auquel je ne participe plus. Après avoir raccroché, j'ai bloqué son numéro. Pas pour toujours, mais pour l'instant. J'avais besoin d'espace pour renforcer ma détermination sans les tentatives constantes de me ramener dans les anciens schémas. Cette nuit-là, j'ai rêvé que je me tenais au bord d'une falaise, ma famille derrière moi, un vaste inconnu devant. Dans le rêve, je n'avais pas peur. J'ai fait un pas en avant dans l'air et j'ai découvert que je pouvais voler. Je me suis réveillé avec la sensation de liberté qui me picotait encore les membres. 6 mois passèrent. L'histoire de ma transformation n'est pas une histoire de vengeance ou de justification, mais de reconstruction silencieuse. L'argent que je dépensais auparavant pour ma famille est maintenant allé à mon fonds d'investissement et à une thérapie hebdomadaire.
J'ai réalisé que des années de manipulation et de favoritisme avaient déformé ma vision de l'amour et des relations. Amber a essayé de me contacter plusieurs fois. Dans son dernier message, elle a finalement admis la vérité. Oui, j'ai menti en disant que je t'avais invité, écrivit-elle. Mais je ne l'ai fait que parce que tu essaies toujours d'impressionner tout le monde avec tes cadeaux coûteux et ta perfection. Depuis que nous étions enfants, tu as toujours été la fille exemplaire. Des notes parfaites, une carrière stable, un mariage heureux. Pendant ce temps, je suis divorcé, endetté malgré mon salaire, et toujours comparé à toi. Quand maman a eu 60 ans, j'ai enfin voulu être celle qui offrait quelque chose de spécial sans que tu n'éclipses tout. Le message me frappa de manière inattendue. Toutes ces fois où je pensais qu'Amber était la favorite, elle ressentait exactement ce que je ressentais, inadéquate, en compétition pour l'amour de nos parents. La différence était qu'elle choisissait de manipuler tandis que je choisissais de sacrifier. J'ai seulement répondu, j'espère qu'un jour nous pourrons parler sans compétition. Il y a assez de place pour que nous soyons toutes les deux aimées. Quant à mes parents, le silence dura 4 mois. Puis je reçus une carte par la poste. À l'intérieur, une simple requête, pouvons-nous parler? Je l'ai rencontré dans un café neutre. La conversation fut difficile, avec de nombreuses larmes et quelques défenses encore levées, mais ce fut un début. Nous ne sommes pas revenus à ce que nous étions avant. Cette relation était déséquilibrée et insoutenable. Au lieu de cela, nous construisons lentement quelque chose de nouveau basé sur le respect mutuel et des limites claires. Je ne paie plus leurs factures. Je ne leur rends pas visite tous les dimanches, mais quand nous nous voyons, c'est parce que nous le voulons tous, non pas parce que je me sens obligé. Lors d'un brunch le mois dernier, ma mère m'a interrogé sur mon fonds d'investissement. Il grandit, lui dis-je. J'économise pour un acompte sur une propriété locative. C'est merveilleux, dit-elle, et elle semblait sincèrement le penser. Aucun commentaire sur la façon dont je pourrais les aider à la place. Pas de culpabilisation, juste une reconnaissance de mes objectifs. Mon père prend plus de temps à s'adapter. Il fait encore parfois des commentaires sur la façon dont il se débrouille sans mon aide. Mais même cela est un progrès. Ils se débrouillent. Leur monde ne s'est pas effondré quand j'ai cessé d'être leur filet de sécurité. La semaine dernière, Amber et moi avons pris un café. Notre première conversation en tête-à-tête depuis plus de 6 mois. C'était maladroit, tendu par moments, mais aussi révélateur. J'ai toujours pensé qu'il t'aimait plus, a-t-elle admis. Tu étais la fiable, celle qui réussissait. Et j'ai toujours pensé qu'il t'aimait plus, ai-je répondu. Tu étais celle pour qui il faisait des sacrifices, celle dont les besoins passaient toujours en premier. Nous nous sommes regardés à travers la table. 2 femmes qui avaient passé des décennies à mal interpréter la même situation. Toutes 2 se sentant mal aimées. Toutes 2 réagissant de différentes manières. Elle par la manipulation, moi par le don excessif. Peut-être, suggérai-je. Ils ne savaient juste pas comment nous aimer correctement, ni l'une ni l'autre. Elle hocha la tête lentement. Peut-être que nous ne savions pas nous aimer nous-mêmes. Ce ne fut pas une réconciliation parfaite. Nous avons des années de compétition et de blessures à surmonter. Mais ce fut un moment honnête. Peut-être notre premier. Le remboursement du collier en diamant. Il a financé mon premier voyage en Europe en solo. Les photos sont sur mon Instagram. L'éclat dans mes yeux vaut bien plus que n'importe quel diamant. Alors, si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, je veux que vous sachiez que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est de l'autopréservation. Parfois, le silence est le cadeau le plus précieux que vous puissiez vous faire. Parce qu'au final, la seule relation à laquelle vous ne pouvez échapper est celle que vous avez avec vous-même. Assurez-vous que c'est une relation de respect, d'amour, de vérité. Où en êtes-vous dans votre parcours de fixation des limites? Laissez un commentaire ci-dessous si cette histoire a résonné en vous et abonnez-vous pour des conversations plus authentiques sur les dynamiques familiales. N'oubliez pas, vous n'avez pas à vous immoler pour réchauffer les autres. 1 an après l'incident de la fête d'anniversaire, j'ai reçu une invitation par la poste. Enveloppe couleur crème, papier cartonné formel à l'intérieur, la célébration du 61e anniversaire de ma mère. Cette fois, mon nom figurait sur l'invitation. Je me suis tenu dans ma cuisine, tournant la carte dans mes mains, me sentant étrangement détaché. Il y a 1 an,
cela aurait tout signifié. Validation, inclusion, preuve que je comptais. Maintenant, cela ressemblait juste à une invitation. James me trouva toujours debout là. « Tu n'es pas obligé d'y aller, dit-il gentiment. »« Je sais, répondis-je. Et cette connaissance a fait toute la différence. J'ai décidé d'y assister, non pas par obligation ou par espoir d'approbation, mais en tant qu'adulte autonome faisant un choix. J'ai acheté un cadeau modeste mais attentionné, une première édition de son livre préféré. Pas une voiture, pas un collier en diamant, juste un cadeau significatif dans des limites raisonnables. La fête était plus petite que celle de l'année dernière, juste la famille et quelques amis proches. Quand je suis arrivé, il y a eu un moment gênant à la porte. Personne ne savait vraiment comment se comporter avec cette nouvelle version d'Emily, qui ne cherchait pas désespérément l'approbation. « Tu es venu, dit ma mère, une surprise sincère dans sa voix. »« J'ai été invité, répondis-je simplement. » Tout au long de la soirée, j'ai remarqué de subtils changements. Mon père ne me demandait pas d'aide pour les réparations de la maison ni ne laissait entendre des problèmes financiers. Ma mère ne monopolisait pas mon attention avec des listes de besoins et de plaintes. Amber continuait à languir et à se produire, mais je pouvais maintenant le voir pour ce que c'était, sa propre version du même désespoir que j'avais ressenti autrefois. Quand vint le moment des cadeaux, j'ai remis mon paquet soigneusement emballé sans grandes annonces ni attentes. Ma mère l'a ouvert, ses yeux s'écarquillant en reconnaissance. « Tu t'en es souvenu, murmura-t-elle, passant ses doigts sur la couverture usée du livre. « Bien sûr, dis-je, j'écoute quand tu parles. » Quelque chose se passa entre nous alors, un moment de connexion authentique, non teinté de manipulation ou d'attente non satisfaite. Plus tard, alors que j'aidais à nettoyer, par choix, non par obligation, mon père s'approcha. « Ce fonds d'investissement, dit-il maladroitement. Comment ça va ? Très bien, répondis-je. Je regarde des propriétés le mois prochain. Il hocha la tête, semblant lutter pour savoir quoi dire ensuite. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à propos des transactions versus les relations. J'ai attendu, lui laissant de l'espace pour continuer. Ta mère et moi, nous n'avons pas eu de bons exemples. Mon père comptait chaque sou. Ses parents utilisaient l'affection comme monnaie d'échange. Il baissa les yeux sur l'assiette dans ses mains. Peut-être avons-nous fait la même chose sans nous en rendre compte. Ce n'étaient pas des excuses, pas exactement, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais entendu de sa part. La conscience est le premier pas, dis-je. Alors que je partais, ma mère m'accompagna jusqu'à ma voiture. Dimanche prochain, dit-elle avec hésitation. Voudrais-tu venir dîner ? Pas parce que tu es obligé, juste si tu en as envie. Je réfléchis. Je ne peux plus le faire tous les dimanches, mais peut-être une fois par mois. Elle hocha la tête, acceptant la limite sans discuter. Une autre petite victoire. En rentrant chez moi, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je n'avais plus besoin qu'il change pour que je sois bien. J'avais changé. J'avais bâti une vie centrée sur le respect de soi plutôt que sur la validation externe. Leur évolution, si elle se poursuivait, était la bienvenue, mais pas nécessaire à mon bien-être. Cette nuit-là, j'ai ajouté une autre entrée au journal que je tenais tout au long de ce parcours. Aujourd'hui, je me suis assise à une table avec les personnes qui m'ont le plus blessé. Et je n'ai ressenti ni le besoin désespéré de leur approbation ni le désir ardent de leur faire du mal en retour. Je me suis sentie simplement présente, entière. C'est à quoi ressemble la guérison. Non pas des relations parfaites, mais une clarté parfaite sur sa propre valeur. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS d'Amber. Pouvons-nous parler ? Vraiment parler ? J'ai répondu avec une heure et un lieu. Le travail de reconstruction, ou peut-être de construction pour la première fois, de relations familiales saines serait long et incertain. Certains jours seraient des pas en avant, d'autres des pas en arrière. Mais pour la première fois, j'entrais dans ce processus en tant qu'égal, non pas en tant que suppliante désespérée pour des miettes d'affection. James remarqua le changement en moi immédiatement quand je lui ai parlé de la fête. « Tu parles d'eux différemment », observa-t-il. Plus objectivement. Il avait raison. Je pouvais maintenant voir ma famille comme des personnes imparfaites avec leurs propres blessures et schémas, non pas comme des dieux ayant le pouvoir de déterminer ma valeur. Je les vois enfin clairement, répondis-je. Et moi aussi. Aujourd'hui,
2 ans après l'exclusion de cette fête d'anniversaire fatidique, ma vie s'est complètement transformée. Le fonds d'estime de soi est devenu un acompte sur ma première propriété d'investissement. Mes séances de thérapie hebdomadaires sont passées à des points de contrôle mensuels. La liberté émotionnelle que j'ai trouvée s'est traduite par une confiance professionnelle. J'ai reçu une promotion pour laquelle je n'aurais même pas postulé dans ma vie précédente de chercheuse de plaisir. Ma relation avec ma famille a trouvé un nouvel équilibre. Pas parfait, pas toujours facile, mais authentiquement le nôtre. Nous nous voyons tous les mois pour dîner, une fréquence qui semble être un soutien sans être épuisante. J'apporte le dessert ou le vin, pas des chèques ou des cartes de crédit. Quand les sujets financiers surgissent, je change de sujet. Ils ont appris que je ne suis plus leur filet de sécurité. Amber et moi avons développé quelque chose que nous n'avions jamais eu auparavant. Une véritable sororité, pas une compétition. Nous avons encore des moments de tension et d'anciens schémas refont surface occasionnellement. Mais nous avons maintenant des outils pour les reconnaître et les rediriger. Le mois dernier, elle m'a appelé avant d'acheter un cadeau coûteux pour notre mère. Est-ce pour maman ou pour prouver quelque chose, ai-je demandé gentiment. Elle est restée silencieuse un instant. Peut-être un peu des deux, a-t-elle admis. Vieilles habitudes. Achète-lui quelque chose de significatif, pas d'impressionnant, ai-je suggéré. C'est ce qui compte vraiment. Le changement le plus profond, cependant, est interne. Je ne mesure plus ma valeur par ce que je donne ou à quel point j'ai besoin. J'ai appris à reconnaître rapidement les tactiques de manipulation, non seulement de la part de ma famille, mais dans toutes les relations. Je peux dire non sans culpabilité et oui sans ressentiment. La semaine dernière, ma mère a appelé avec des nouvelles. Elle avait commencé une thérapie. Je veux comprendre pourquoi j'ai traité ma fille si différemment, a-t-elle dit. Je ne veux vous perdre ni l'une ni l'autre. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Mon père change plus lentement. Les vieux schémas sont profondément enracinés, mais il ne m'envoie plus de liste détaillée de dépenses ni n'attend de contributions financières. Récemment, lorsque leur chauffe-eau est tombé en panne, ils l'ont géré eux-mêmes sans m'appeler. Un changement petit mais significatif. Le voyage n'a pas été linéaire. Il y a eu des conversations douloureuses, des ruptures temporaires, des réconciliations larmoyantes. La différence est que je m'engage maintenant à partir d'une position de force, non de désespoir. À la personne qui regarde et qui se reconnaît dans mon histoire, la personne fiable, le distributeur automatique émotionnel, la donneuse perpétuelle cherchant une approbation qui ne vient jamais. Je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'avez pas à vous immoler pour réchauffer les autres. Votre valeur n'est pas mesurée par ce que vous fournissez. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de vous tenir fermement dans votre vérité. Le collier en diamant que je n'ai jamais offert est devenu un symbole de ma transformation. Avec le remboursement, je n'ai pas seulement voyagé en Europe, mais je me suis aussi acheté un petit pendentif en or gravé des mots « Je suis suffisante ». Je le porte quotidiennement comme un rappel qu'aucune validation externe ne peut remplacer le respect de soi. Ma relation avec James s'est approfondie grâce à ce parcours. Il m'a vu dans mes moments les plus vulnérables et les plus puissants. Récemment, il a remarqué que je ris plus facilement maintenant, que je prends plus de place, que je parle avec plus de conviction. Tu ne te rapetisses plus, a-t-il observé. Il a raison. J'ai passé des décennies à me rendre plus petite, plus silencieuse, moins exigeante, à me contorsionner pour correspondre au rôle de fille parfaite. Maintenant, je me tiens droite dans mon moi authentique. Le mois dernier, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre pour femmes, animant des ateliers sur l'indépendance financière et les limites saines. Partager mon histoire a aidé d'autres personnes à reconnaître des schémas dans leur propre vie. Le cercle de la guérison s'étend au-delà de ma seule personne. Amber a assisté à l'un de ces ateliers, une surprise qui m'a profondément ému. Après, elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à voir ce qui nous arrivait à toutes les deux. Le chemin à parcourir n'est pas parfait. Les anciens schémas refont parfois surface. Les fêtes peuvent encore être difficiles. Mais maintenant, je navigue dans ces eaux avec clarté et force. Ne cherchant plus désespérément une validation que je ne pouvais pas gagner. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer et vous abonner. Laissez un commentaire partageant votre propre parcours de fixation des limites. N'oubliez pas,
parfois le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire est le courage de dire « Voici qui je suis. Voici ce dont j'ai besoin. Voici ce que j'accepterai. » Et ce collier en diamant, je n'ai jamais regretté de l'avoir annulé. L'éclat du respect de soi brille bien plus fort que n'importe quel gemme.